Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Renaud Detry. Je suis prof de robotique à l'Université de Louvain. Avant d'occuper ce poste, j'ai travaillé en Californie pour la NASA pendant environ 6 ans et j'ai passé une grande partie de mon temps à travailler à la mission Mars Sample Return, dont on parle un petit peu cette semaine. Et donc, je vais vous faire une petite introduction sur base de mon expérience pendant ces 6 années-là. J'ai eu l'occasion de jeter un petit coup d'œil au programme qui a été préparé pour vous, qui m'a l'air vraiment super intéressant. Donc, je suis très content pour vous que vous ayez l'occasion de participer à cette semaine. J'espère que ça va vraiment super bien se passer pour vous. Et voilà, j'espère avec cette présentation que je vais peut-être pouvoir vous donner le contexte ou euh, le goût pour démarrer cette activité. Donc, la planète Mars, on l'explore depuis de nombreuses années. On a envoyé de nombreuses sondes sur Mars. Certaines de ces sondes se sont posées sur la surface. Certaines des sondes qui se sont posées portaient même avec elles un rover, comme celui qui est sur l'image ici, qui peut se déplacer sur la surface et réaliser des expériences scientifiques à plusieurs endroits, pas nécessairement juste à côté de l'endroit où le rover s'est posé, mais peut suivre un élément géologique sur la surface de la planète qui est intéressant et aller prendre des mesures à des endroits où les scientifiques pensent qu'on va pouvoir avoir quelque chose d'intéressant. Alors, on parle de mesures, d'expériences scientifiques. Qu'est-ce qu'on veut faire sur Mars? Pourquoi est-ce qu'on y envoie des sondes et des rovers? Eh bien, la question ultime à laquelle on veut pouvoir répondre, c'est de savoir si la vie a éventuellement évolué sur Mars, indépendamment de la vie qui s'est développée sur Terre. Quand on regarde Mars depuis son orbite, avec des télescopes disposés en orbite, mais aussi via les observations qui ont été faites par les différents rovers qui sont sur Mars actuellement, on voit qu'il y a une époque, il y a de nombreux millions d'années, où de l'eau liquide coulait à la surface de Mars, un petit peu comme c'est le cas sur Terre actuellement. On peut voir des anciennes rivières sur la surface de Mars, des grands canyons qui ont été creusés par de l'eau, des lacs, des mers, etc. La présence d'eau est un élément que l'on pense essentiel au développement de la vie actuellement. En tout cas, sur base des observations qu'on peut faire sur Terre, l'eau est vraiment très importante. Le fait que de l'eau liquide ait existé sur la surface de Mars, ça nous prête à penser qu'il est possible que la vie s'y soit développée à un moment, mais on ne le sait pas encore. On aimerait bien le savoir. Quand on parle de vie, ça pourrait être de la vie macroscopique sur Terre, mais ça pourrait aussi être une vie microscopique, des petites bactéries simplement. Et voir qu'une vie de bactéries s'est développée sur Mars dans le passé, ça serait une découverte gigantesque parce que si la vie a pu se développer indépendamment sur Terre et sur Mars, même si c'était à un niveau très primitif comme des bactéries, eh bien, ça nous permettrait de penser que il est relativement probable que la vie se soit aussi développée hors de notre système solaire, sur d'autres planètes, orbitant autour d'autres étoiles. Et donc, ça augmente la probabilité que on ne soit pas seul dans l'univers. Voilà. Donc, les rovers qui explorent Mars actuellement ont emporté avec eux divers instruments qui nous permettent de mesurer des éléments qui peuvent être indicateurs d'une présence passée de vie sur Mars. Mais les scientifiques s'accordent à dire que pour répondre de manière catégorique à la question la vie a-t-elle existé sur Mars, il faut absolument rapporter de Mars des échantillons qu'on va ensuite analyser rigoureusement avec des instruments qui sont sur Terre. Ils sont trop gros que pour les envoyer à bord d'un rover jusque Mars.
Et d'où cette idée de Mars Sample Return, donc d'une mission spatiale dont l'objectif serait de prendre des morceaux de rochers sur Mars et de les ramener sur Terre. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Voilà, donc la mission Mars Sample Return, c'est une mission qui fonctionne en trois étapes. La première étape, elle commence avec le rover Perseverance, dont vous avez déjà peut-être entendu parler. Il s'est posé sur Mars il y a environ un an. Le rôle du rover Perseverance, c'est de forer des trous dans différents rochers pour en extraire un petit échantillon de roche, placer ces échantillons dans des tubes et puis déposer les tubes sur la surface. 8 ans plus tard, en 2028-29, un autre robot vient, récupère les tubes, les place dans une boîte, ensuite place cette boîte sur une fusée qui va envoyer ces tubes en orbite autour de Mars, où une troisième mission va les attraper au vol et les ramener sur Terre. Voilà, donc c'est une mission relativement complexe, comme vous pouvez le voir. Lors de mon travail à la NASA, je me suis principalement intéressé à la question du passage des tubes du rover Perseverance au rover Fetch ici. Où déposer les tubes sur la surface de Mars, et puis comment permettre à ce rover Fetch de les récupérer. Un élément important à signaler ici, c'est que depuis lors, la mission a un peu changé. Plutôt que d'envoyer un rover pour récupérer ces tubes, il a été décidé que 2 hélicoptères seraient probablement lancés à la place. Ces hélicoptères seraient toujours équipés d'un petit bras pour récupérer les tubes, mais donc les hélicoptères voleraient jusqu'au tube et puis les rapporteraient à l'endroit où est la fusée pour qu'ils soient ensuite envoyés en orbite. Lors du développement de ce rover Fetch, l'Agence spatiale européenne faisait le travail. Donc l'Agence spatiale européenne aurait développé ce rover Fetch, ce n'est plus le cas maintenant. Par contre, l'Europe est toujours impliquée dans le développement de la sonde qui va attraper les tubes en orbite et les ramener sur Terre. OK. Donc ici, on passe avec un peu plus d'images sur le même concept. On commence avec le rover Perseverance qu'on voit ici, équipé d'une foreuse dans la boîte qui est au bout de son bras, qui lui permet de forer dans un rocher et de récupérer un échantillon. L'image qu'on voit ici, c'est une image de synthèse, bien entendu. Le rover, il y a personne d'autre que le rover pour prendre une photo telle que celle-ci. Les seules photos du rover qu'on a, ce sont des selfies que le rover fait en utilisant la caméra qui est à côté de la foreuse au bout du bras et en faisant bouger le bras autour du mât du rover. Et via une reconstruction de plusieurs images, on peut avoir une image qui vient un petit peu du haut, comme ça, du rover. Des images prises de loin où on voit la totalité du rover avec le bras inclus, ça, on ne peut pas en prendre, ce sont juste des images de synthèse. Voilà, donc ça, c'est le rover Perseverance qui récolte des échantillons et puis il va les disposer sur le sol, comme c'est montré dans l'image ici en dessous. Ensuite, une autre sonde va partir vers Mars en emportant, bon, c'est une ancienne vidéo ici où la sonde emporte un rover du type Fetch dont j'ai parlé plus tôt. Maintenant, comme je disais, ce seront probablement des hélicoptères. Donc, cette sonde-là apporte, les robots sur la surface de Mars. Il se pose. La sonde apporte aussi une fusée qui permettra d'envoyer les tubes en orbite. Le rover Fetch se déplace jusqu'à l'endroit où les tubes sont disposés, s'arrête près d'un tube et puis utilise le petit bras robotisé qui est sur son côté avant pour récupérer le tube et le placer dans un conteneur. Le rover répète l'opération pour tous les tubes qui sont sur la surface. Et puis, ces tubes sont envoyés en orbite à bord de la fusée, qui est ensuite interceptée par la sonde qui va ramener les tubes sur Terre. Voilà.
Alors, un élément important à signaler ici, qui est très pertinent à ce que vous allez faire cette semaine, c'est la manière d'opérer les rovers qui sont sur Mars. Quand on fait fonctionner des robots ici sur Terre, ça arrive fréquemment qu'on les télécommande, un peu comme dans un jeu vidéo. Vous avez un opérateur qui regarde un écran. L'écran montre des images qui viennent de la caméra du rover. L'opérateur a un contrôleur en main, comme un joystick, un contrôleur de console de jeux vidéo, et contrôle le robot en regardant l'image qui vient des caméras. Malheureusement, ce concept-là ne fonctionne pas pour Mars, parce que Mars, très loin de la Terre, euh, bon, il y a certaines périodes de l'année où Mars est à une distance modeste, mais d'autres moments où Mars est de l'autre côté du Soleil par rapport au Soleil, là, la distance est beaucoup plus grande. Quoi qu'il en soit, il faut en moyenne un quart d'heure pour qu'un signal qui est envoyé de la Terre, un signal radio, rejoigne Mars. Et puis un quart d'heure pour revenir. Donc vous imaginez contrôler un rover sur Mars avec un petit contrôleur. Vous appuyez pour faire tourner le vélo à gauche. Il faut un quart d'heure pour que cette commande aille jusqu'à Mars. Et puis le rover tourne, son image change un petit peu, et il faut de nouveau un quart d'heure pour que l'image revienne sur Terre. Donc ça, c'est extrêmement lent de contrôler un rover en temps réel comme ça. Ce qu'on fait à la place, c'est que, comme vous allez le faire, on construit une liste de commandes, on envoie toute la liste de commandes au robot, et puis le robot exécute ses commandes au cours de la journée, et en fin de journée, on envoie une photo du résultat qui permet aux opérateurs sur Terre de décider si l'opération a été un succès ou non. Ça, c'est la manière dont on opère habituellement ces robots. Dans le cas de la mission Mars Sample Return, il y a un élément en particulier en plus, vu la complexité de la mission et la complexité surtout de récupérer ces tubes qui sont sur le sol, on a décidé de développer des algorithmes qui permettent aux robots de faire une partie du travail eux-mêmes sans que le travail soit entièrement décomposé, listé par les opérateurs sur Terre. Donc les opérateurs diront au robot, il va y avoir un tube plus ou moins dans cette région-ci de 2 mètres sur 2. Le robot va s'y déplacer tout seul. Et puis une fois arrivé dans cette région, on va regarder avec sa caméra, chercher le tube, le localiser et utiliser de nouveau les images de sa caméra pour calculer la trajectoire à donner au bras pour aller saisir le tube avec sa pince. Et ça, c'est une grande partie du travail que j'ai effectué quand j'étais aux États-Unis. Alors, donc le problème que je viens de citer ici paraît relativement simple, en tout cas pour nous, en tant qu'être humain. C'est très facile pour nous de décider comment placer notre main pour saisir un objet qui est sur une table ou sur le sol. C'est beaucoup plus compliqué que ça pour un robot. Le problème de se localiser pour se déplacer dans un espace inconnu est très compliqué pour un robot aussi. Donc, plusieurs problèmes et plusieurs questions sont à résoudre, répondre pour réussir à implémenter une solution viable. La première question, c'est la question de se déplacer sur la surface où sont les tubes. Sur Terre, bon, on a une constellation de satellites GPS qui nous permet de nous localiser facilement partout en ouvrant une application de carte sur notre téléphone et voir le point où on se situe. Sur Mars, il n'y a pas de GPS. Donc, pour se localiser, un robot doit fonctionner à l'ancienne avec une carte et puis comparer ce qu'il voit avec sa caméra aux éléments qui sont sur la carte. Et pour ça, c'est bien sûr plus facile s'il y a des éléments macroscopiques qui peuvent être reconnus et assimilés à la carte. En l'occurrence, ici, c'est le rover Fetch qui disposera d'une carte construite à partir d'images que le rover Perseverance aura récoltées. Et s'il y a dans la zone où sont les tubes des gros cailloux et des fissures dans le sol, c'est relativement facile.
de dire à Fetch, OK, le tube numéro un est à gauche de ce gros caillou en forme de L, en suivant un petit peu la fissure qui part à sa gauche. Par contre, si le terrain est tout plat, c'est beaucoup plus difficile de permettre au rover Fetch de se localiser et de facilement retrouver les tubes qu'il doit récupérer. En contrepartie, la présence de rochers et de fissures complexifie la récupération des tubes. Si le tube tombe à côté d'un rocher, c'est possible que la pince du robot heurte le rocher en essayant de saisir le tube. Donc, il y a un compromis sur la quantité de rochers qu'on veut avoir dans l'endroit où sont les tubes. Est-ce qu'on veut déposer les tubes dans un endroit qui a beaucoup de gros rochers, peu de petits rochers, de quelle taille? Qu'est-ce qui est le compromis parfait entre la localisation et la récupération des tubes? Donc ça, c'est une des grandes questions à laquelle je me suis attelé. Et la seconde question qui vient après ça, c'est la question de localiser les tubes sur la surface, de pouvoir détecter la position de tubes dans les images de la caméra du rover Fetch et d'utiliser cette détection des tubes pour déplacer le bras et aller les récupérer. Dans mon travail avec l'équipe avec laquelle je travaillais, on a mis en place différents algorithmes qui existaient déjà en robotique pour des applications terrestres. On les a développés pour les rovers qui existaient au site de développement où je travaillais aux États-Unis. Et puis, on a réalisé de grandes campagnes d'expérience pour évaluer, calculer la robustesse de chaque algorithme aux conditions auxquelles on allait faire face et pour calculer la quantité ou l'absence, la robustesse de ces algorithmes à la présence ou absence de rochers dans l'endroit où les tubes sont disposés. Donc, comme vous le voyez ici, on a de nombreuses photos où les tubes sont dans des endroits où on a uniquement du sable, des endroits où on a de plus grosses pierres en dessous des tubes, euh, capturer des milliers de photos de différents points de vue pour vraiment estimer dans un tas de différentes conditions quelle serait la performance du rover. Voilà, et donc là, le concept maintenant a changé. Ce ne sera plus le rover Fetch, ce sera un hélicoptère probablement qui récupérera les tubes, mais les mêmes algorithmes seront probablement utilisés. Donc le travail qui est ici permet de continuer le développement de cette mission. OK, j'espère que ce que je vous ai expliqué vous a donné l'envie de travailler aux activités qui vont suivre. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite un excellent travail.